Il est 8h, passé de 4 minutes. Nous allons parler politique ce matin en compagnie de Michel Chassier, conseiller régional et secrétaire départemental du Front National, en compagnie de Pascal Gaultier. Bonjour Pascal. Bonjour Denis, bonjour Michel Chassier. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. On va rajouter dans votre présentation que vous êtes conseiller municipal de Blois. Et on peut le dire, tête de liste départementale du Front National pour les régionales, c'est quasi officiel? Pas tout à fait, dans la mesure où la commission d'investiture se réunissait hier soir, et je pense que comme il y avait beaucoup de départements qui étaient examinés par la commission, elle a dû se terminer assez tard, et donc j'attends dans la matinée, je pense, la confirmation. C'est un faux suspense normalement. Disons, logiquement, il n'y a pas effectivement de suspense. Philippe Loiseau, qui est tête de liste régionale et que j'ai eu hier au téléphone avant la réunion de la commission, m'a confirmé qu'évidemment c'est ma candidature qui serait défendue. Vous n'avez pas l'air pressé, le Front National, d'entrer de plein pied dans cette campagne, alors qu'on voit vos concurrents. François Bonneau, qui a donc organisé un grand meeting à la Chapelle Saint-Mamin il y a quelques jours. Philippe Vigier, qui réalise des meetings dans tous les départements en ce moment pour lancer sa campagne. Et vous ? Nous avons eu en effet un peu de retard au démarrage de cette campagne. Je vous dis, pour un certain nombre de raisons, les commissions d'investiture pour l'ensemble de la région et pour même d'autres régions ne s'étaient pas encore prononcées. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent. Il y a beaucoup d'arrivées aussi actuellement au Front National, on le voit dans certaines régions, où il faut faire de la place parfois à des gens qui viennent nous rejoindre. Donc Marine Le Pen n'avait pas souhaité précipiter la désignation des têtes de liste départementales pour ne pas figer, pour laisser aussi, je crois, des possibilités d'ouverture dans certains cas. Mais maintenant, le dispositif va être mis en place et en parallèle, effectivement, nous nous sommes réunis en marge de l'université d'été avec tous les secrétaires départementaux et les élus de la région centre autour de Philippe Loiseau pour mettre en place le calendrier de campagne, pour commencer à travailler sur les grands thèmes, et ça va venir maintenant rapidement. Oui, mais à vos yeux, il n'y a pas de temps de perdu, de toute façon? Non, je pense que l'actualité, la rentrée, ça a été, il y a toujours la période de rentrée où les gens ont d'autres préoccupations, la rentrée scolaire, etc. Et puis là, ces derniers temps, effectivement, l'actualité nationale et même locale est occupée par la question des migrants, réfugiés, etc. Enfin, de cette crise que l'on vit jour après jour depuis maintenant plus d'une dizaine de jours. Ah, justement, parlons-en tout de suite parce que c'est vraiment l'actualité. La grande question d'actualité, celle de l'accueil des migrants, l'accueil de réfugiés. Alors vous êtes présent, vous, un petit peu sur deux fronts, puisque vous êtes conseiller régional. François Bonneau, le président de la région Centre-Val de Loire, donc va vous proposer de débloquer 100 000 € pour aider à l'accueil des migrants. Et puis à Blois, Omar Grécourt souhaite effectivement que la ville accueille également des réfugiés. Il a participé ce week-end à une réunion au ministère de l'Intérieur avec Bernard Cazeneuve. Quelle est votre position justement par rapport à cette question très difficile? Question difficile. Nous avons une position, je crois qu'une position de bon sens, et l'actualité le prouve. Dès le début, nous nous sommes opposés à... J'ai réagi, enfin, au niveau local, puisque au niveau national, le Front National s'est exprimé là aussi de manière extrêmement claire dans cette crise des réfugiés, en disant qu'il ne fallait pas créer un appel d'air, et que notamment la position de Madame Merkel a été vraiment irresponsable, en annonçant que l'Allemagne allait accueillir 800 000 réfugiés. On parle aujourd'hui d'1 million qui évidemment ne vont pas tous rester en Allemagne. Ce sont des gens qui fuient la guerre, qui fuient la misère pour d'autres. Il y a plusieurs cas, puisqu'il y a des gens qui viennent effectivement de pays en guerre comme l'Irak et la Syrie. Il y a des gens qui viennent de pays qui ont été complètement déstabilisés comme la Libye. Il y a des gens qui viennent de l'Afrique subsaharienne qui fuient la misère, etc. Mais à ce rythme-là, c'est effectivement des centaines de milliers, voire des millions de réfugiés qu'il faudrait accueillir, et on l'a bien dit, on l'a répété, et je crois que beaucoup de gens sont d'accord avec nous, beaucoup de politiques sont d'accord avec nous. Ce n'est pas possible, ce n'est plus possible dans la situation économique de la France aujourd'hui, avec le taux de chômage, avec les difficultés sociales que nous connaissons aujourd'hui, d'accueillir, comme avait dit Rocard à une époque, toute la misère du monde. Donc ça, c'est une position de bon sens que l'on a pris dès le début, et on voit que l'Allemagne, qui avait grande ouverte ses frontières, est confrontée à de telles difficultés, et cela très rapidement, en quelques jours, qu'elle a été obligée de refermer ses frontières
comme le font l'Autriche. Et quelle réponse faut-il apporter? On ne peut pas rester spectateur passif. Donc, est-ce qu'il faut agir sur le terrain dans ces pays? Est-ce qu'il faut envoyer des troupes? Alors, pour l'instant, on survole les pays. Est-ce qu'il faut envoyer des troupes terrestres? Je crois que ce qu'il faut rappeler au départ, c'est que le chaos, que ce soit en Irak, en Syrie ou en Libye, le chaos a été créé par l'intervention principalement des États-Unis, mais avec leurs alliés. Et la France a suivi. Les gouvernements français, que ce soit hier celui de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui François Hollande, suivent cette politique des États-Unis qui est dans le but de déstabiliser un certain nombre d'États au Proche-Orient. Et l'histoire prouve qu'il valait mieux Saddam Hussein, Kadhafi que Daesh. Écoutez, on le reproche, on dit que c'était des dictatures. Mais je ne sais pas, nous, apparemment des pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar ou certains Émirats sont nos amis, on est partenaires, on leur vend même des armes, on propose de leur vendre des Rafales. Je ne sais pas si ces pays sont des modèles de démocratie. Donc oui, c'est des pays qui sont gouvernés par des régimes qui n'étaient peut-être pas, même loin de là, des régimes démocratiques. Mais dans des conditions difficiles, je vois le cas de l'Irak, qui arrivait à maintenir un équilibre entre les différentes communautés, entre les sunnites, les chiites, la minorité chrétienne qui était protégée. Effectivement, tout cela a volé en éclats. Et on assiste à la même chose en Syrie, où sous prétexte de printemps arabe, on a bien une intervention occidentale visant à renverser le régime de Bachar el-Assad, et on s'est appuyé pour renverser le régime sur des groupes islamistes. Dans un premier temps, on a dit que c'était des modérés, et puis comme ça n'allait pas assez vite, il y a eu ensuite l'État islamique, Daesh, qui s'est engouffré dans la brèche, et maintenant on ne sait plus quoi faire. Voilà, et donc en attendant, donc on ne peut pas accueillir, vous dites, toute la misère du monde. À Blois, par exemple, vous n'êtes pas favorable à l'accueil de réfugiés, vous ne voterez pas les 100 000 euros que souhaite débloquer François Bonneau à la région. Non, nous l'avons dit clairement, ce n'est pas le rôle de la région, en plus de s'occuper de ce qui relève d'une solidarité internationale, d'une politique au niveau du gouvernement. Nous ne souhaitons pas créer cet appel d'air, et clairement dès le début, dès que ça a été annoncé, nous avons pris position très nettement. On s'aperçoit d'ailleurs que les républicains, autour de Guillaume Pelletier et Nicolas Perruchot, ont mis une semaine à trouver une position, à essayer de réagir, une position très ambiguë, à laquelle d'ailleurs Philippe Vigier, qui est leur tête de liste, pour le moment ne s'est pas associé au communiqué. Alors, on ne sait pas quelle sera leur position, mais nous verrons bien ce qui se passera en commission permanente là vendredi prochain, le vendredi. Mais je doute que leur groupe trouve une position unie sur ce sujet. Compliqué, ce sujet, qui convoque beaucoup d'humanité en même temps, oui, pour des personnes, parce que certains effectivement sont de vrais réfugiés, pas tous, sans doute. Voilà. C'est difficile de faire le tri. Bien sûr, mais s'il y avait une politique beaucoup plus en amont, on pourrait, au cas par cas, c'est vrai, accueillir un certain nombre de réfugiés, comme on l'a fait à l'époque lors de l'effondrement du Sud-Vietnam pour les Boat People, dont un certain nombre ont été accueillis en France parce qu'il y avait il y a eu des rapports historiques, la présence française en Indochine pendant longtemps. Bon, oui, nous ne sommes pas inhumains, nous comprenons ces situations, mais nous devons comprendre aussi en tant que politique l'intérêt général. Vous avez participé il y a quelques jours à l'université d'été du Front National à Marseille. C'est vrai que toutes les formations politiques effectuent leur rentrée à l'occasion de ces universités d'été. Alors bon, les médias ont surtout retenu la querelle père-fille. Est-ce qu'elle vous gâche la vie effectivement au Front National, cette querelle? Est-ce que c'est du passé ou est-ce qu'elle va encore vous empoisonner la vie au sein du Front National? Non, je pense... C'était en arrière-plan au cours de ces universités d'été, mais je dis c'était plutôt à l'extérieur que ça s'est passé. C'était l'écume donc. Les universités d'été qui ont rassemblé beaucoup de cadres, de militants, d'élus cette année, je crois ça n'a pas été un sujet. Ça n'a pas été un sujet. Nous avons travaillé sur les élections régionales, sur la préparation des élections régionales essentiellement. C'était l'objet de l'université. Alors,
bien sûr, pour beaucoup de gens, pour un certain nombre de cadres, d'adhérents, de c'est de votre militants. cas, vous êtes au Front National Voilà. de longue date, vous avez été fidèle et à l'égard de Jean-Marie Le Pen. Beaucoup regrettent cette situation. C'est vrai que personne ne s'en réjouit. Je fais partie de ceux qui pensaient depuis le début qu'il aurait été préférable de trouver une autre solution. Bon, les choses ne se sont pas arrangées. Maintenant, je crois que, on a vu à Marseille que quand même, Jean-Marie Le Pen savait jusqu'où ne pas aller trop loin. Il n'est pas venu, finalement. Et voilà, il n'a pas voulu provoquer d'incident. On sait d'autre part, il y a des personnes peut-être qui auraient souhaité qu'il présente une liste dissidente, mais ce n'est certainement pas son intention, à tel point pas de d'ailleurs. menace de scission non plus, il n'y aura pas de rassemblement bleu, blanc, rouge, vous n'y croyez pas? Je pense que après, si Jean-Marie Le Pen veut rassembler autour de lui quelques amis dans une association, mais qui n'a rien d'un parti politique, ça c'est son choix. Mais toujours est-il qu'au niveau des élections régionales, il n'y aura pas de perturbation, il n'y aura pas de liste dissidente, à tel point d'ailleurs que Jean-Marie Le Pen, à travers l'organisme de financement qu'il dirige, va financer la campagne de Marion, comme il participe au financement de notre campagne dans la région centre. Que vous disent les militants du Loir-et-Cher que vous rencontrez quotidiennement justement à ce sujet? Vous qui êtes le secrétaire départemental, quelle est leur position? Ils souhaitent que les choses s'apaisent? Ils souhaitent... Oh, il y a des réactions différentes. Il y a des gens qui considèrent que il fallait trancher, que même si c'est douloureux, il y en a d'autres qui le regrettent, qui effectivement, il y a une dimension affective et tout un historique. Il y a peut-être aussi des nuances politiques dans un éventuel infléchissement de la ligne politique du Front National, mais on s'aperçoit à travers le discours de rentrée de Marine à Brachet ou à travers le discours de Marseille que la ligne politique est tenue. Et le chef, c'est Marine Le Pen. Et voilà. Et c'est Marine Le Pen, je crois, qui n'a pas été affectée dans les sondages d'opinion par cette affaire. Et en plus, l'actualité fait, je crois qu'il y a d'autres sujets aujourd'hui qui font que il faut espérer que on va passer les élections régionales et puis ensuite on verra, je pense, pour essayer de... Enfin, c'est pas une petite étape. Ces élections régionales, c'est le dernier grand rendez-vous politique. Voilà. Avant les présidentielles de 2017, d'ailleurs sur votre agenda, c'était un rendez-vous très important, vous l'aviez dit, à l'occasion des départementales, encore plus important d'ailleurs peut-être que les départementales, c'est-à-dire que vos objectifs, vos ambitions sont élevées pour ces élections régionales. Oui, parce qu'on n'est pas dans le même type de scrutin, ce n'est pas les mêmes enjeux, et c'est vrai que le scrutin départemental est particulièrement difficile. Nous avons réussi, parce que réussir au niveau national comme au niveau départemental, lors des élections départementales, à faire le même score qu'aux élections européennes, alors qu'on était quand même dans une dimension de scrutin local, avec des notables en place, avec des maires, avec tout ce réseau d'élus locaux, de présidents de communautés de communes, etc., qui ont un poids, qui ont une influence. Il y a des notables élus totalement méconnus. Il y en a aussi. Donc il n'y a pas que des notables. Je suis d'accord. Mais malgré très discret. Mais malgré tout, on voit bien. On le voit. Regardez dans un canton comme Montrichard, quand on a le maire de Contre et le maire de Montrichard. Effectivement, face à cela, nous n'avons pas un seul élu local dans le canton. Eh bien, malgré ce handicap, nous avons réussi un score au premier tour en pourcentage à rester le premier parti de Loir-et-Cher avec presque 28% des suffrages. Et là, vous voulez confirmer? Et je pense que non seulement on va confirmer, mais que dans ce type de scrutin où là il y a une proportionnelle et où nos électeurs sont assurés que leur bulletin de vote là va servir à quelque chose et qu'ils auront des élus, et des élus qui en plus ont prouvé qu'ils faisaient leur boulot, eh bien je pense que là on va, je pense, réaliser un très bon score ici comme ailleurs. Et effectivement avec au niveau national la possibilité dans ce mode de scrutin, puisque quand on arrive en tête dans une triangulaire au deuxième tour, la prime à la majorité fait que on a la majorité des sièges et les sondages, etc. nous donnent deux régions principalement que nous pourrions remporter.
Et il peut y avoir d'autres surprises. Oui, PACA et Nord-Pas-de-Calais. Et le Nord-Pas-de-Calais. Et dans la région, donc quel est votre objectif donc face à François Bonneau, face à Philippe Vigier? Votre principal rival d'ailleurs ce sera Philippe Vigier. La gauche étant promise, paraît-il, un désastre électoral, une gauche dispersée, fragmentée. Oui, la gauche semble mal partie avec déjà ils n'arrivent pas à s'entendre pour le premier tour, hein, et ça sera difficile au second de recoller les morceaux. Mais de l'autre côté, on a une liste de compromis entre l'UDI et les Républicains. Et le MoDem. Et le MoDem qui, pour le moment, n'a pas officialisé sa participation, mais on ne voit pas comment il pourrait en être autrement. Et je pense que cela va donner un message plutôt brouillé aux électeurs. On évoquait à l'instant la question des migrants. C'est une question sur laquelle, par exemple, ils sont en total désaccord, et il y en a d'autres. On se demande comment ils pourraient constituer une majorité cohérente s'ils venaient à emporter la région. Alors je pense que les événements actuels qui nous donnent raison, je crois, peuvent conforter notre score, mais effectivement la bataille peut se jouer entre notre liste de Philippe Loiseau et la liste de Philippe Vigier. Donc dans les deux cas, il y aura une alternative politique à l'action qui a été menée par François Bonneau et ses alliés depuis 17 ans maintenant. Mais c'est ça, mais nous, depuis 1998, date à laquelle effectivement à l'époque c'est le RPR et l'UDF qui sont les ancêtres des Républicains et de l'UDI qui ont confié les clés de la région à la gauche, puisque à cette époque-là la gauche n'avait pas la majorité dans le système de scrutin de cette époque, il n'y avait pas de prime majoritaire, la gauche était majoritaire et déjà à l'époque le RPR et l'UDF ont confié la région à la gauche qui l'a gardée depuis. Ils ont cette responsabilité historique et depuis, je constate que session après session, commission après commission, que sur le fond, il n'y a pas de véritable opposition entre... Qu'est-ce qui vous fait dire cela, par exemple, que c'est blanc, bonnet, blanc donc, nous voyons nous voyons les votes, les votes émis par donc le groupe UPRC, c'est-à-dire les Républicains et les centristes, UMP anciennement et les centristes, qui commission après commission votent 99% des dossiers proposés par la région, y compris des dossiers controversés. Moi, j'ai vu le dossier sur le Fonds régional d'art contemporain à Orléans. Nous estimons qu'il y a une véritable gabegie, à la fois dans les dépassements au niveau de la construction de ce bâtiment que dans le fonctionnement qui coûte une fortune alors que il n'y a pas de public. Eh bien, celui qui a défendu qui a le plus fortement ce projet, c'est Charles-Éric Lemeignan, le représentant UMP d'Orléans au sein du conseil régional. C'est lui qui est monté au créneau pour défendre le projet de François Bonneau. Donc, puis on peut en dire sur la coopération internationale, où pendant toute la mandature, le groupe UPRC, donc UMP centriste, a voté sans discussion ces crédits de coopération internationale. Alors, au mois de juin, lors de la dernière commission permanente, on sent que les élections arrivent, ils commencent à émettre des réticences, là, tout d'un coup. Alors peut-être que vendredi prochain, là, ils vont peut-être voter contre quelques dossiers sensibles. Pourquoi? C'est un puits sans fond? C'est inutile, cette coopération internationale? Ces relations privilégiées entre une région et une autre sur un autre continent? Oui, mais je pense déjà, nous, notre position, c'est que ce n'est pas de la compétence de la région. C'est un petit peu une volonté des euromondialistes de faire des partenariats de région à région pour court-circuiter les États. Mais alors on a des partenariats qui sont quand même étonnants. Nous sommes partenaires avec une région chinoise, je crois que c'est la région du Hunan, une région de 68 millions d'habitants, c'est-à-dire une région qui elle seule est plus peuplée que la France. Et nous en pesons 2,3 millions, 2,4 millions, la région centre, 2,5 millions, je sais plus. Bon, c'est un partenariat qui est complètement déséquilibré, et c'est nous, petite région centre, qui prétendons aider au développement d'une région chinoise qui nous envahit de ses exportations. Enfin bon, tout ça me paraît pas très sérieux. Il y a une partie de communication. Puis je vous dis derrière cette volonté, comme dans la gestion des fonds européens, cette volonté de vouloir court-circuiter les États au profit des régions, parce que bien entendu, si Bruxelles avait affaire à 100 ou 200 petites régions plutôt qu'à 28 États, ça serait parfois plus facile, les régions seraient bien plus dociles, il y aurait plus de contre-pouvoir.
Aux élections départementales, Michel Chassier, souvent, vous avez développé des thèmes nationaux au cours de cette campagne. Quelques thèmes locaux, mais souvent nationaux. Est-ce que pour la région, ça va être la même chose pour nationaliser au maximum ce débat politique, ou est-ce qu'effectivement, vous allez présenter un vrai projet alternatif pour la région Centre-Val de Loire? Ah bien, nous aurons effectivement un projet local pour la région centre. Alors bien sûr, qui s'inscrit dans une ligne nationale, parce que les débats que l'on a, que ce soit notamment sur les transports, sur le ferroviaire, entre la route et le ferroviaire, c'est des débats que l'on retrouve aussi au niveau national. On est dans des grandes politiques qui se déclinent au niveau national. On le voit d'ailleurs au niveau SNCF, RFS, etc. Mais nous allons les décliner localement, hein, nous y travaillons, puisque cette fois, je crois que nous avions un groupe qui pendant les 6 ans a travaillé de façon unie, de façon constante, qui a travaillé sur tous les dossiers, et je crois que là, nous avons des propositions et nous avons des arguments. Donc vous allez le décliner. Donc voilà, très prochainement, oui. Ouais. Oui. Quelques questions d'actualité rapide. Il y a eu récemment donc un magazine national, l'Express, qui a fait un dossier sur Marc Grécourt, le maire pragmatique de la ville de Blois. Vous souhaitez que ça rentre dans ses comptes de campagne? C'est pas très fair-play, ça, Michel Chassier. Donc. Mais écoutez, je crois que la règle doit être la même. C'est un public reportage à vos yeux. Oui, je crois que oui, parce que c'est quand même à la gloire de Marc Grécourt qui fait la. On ne sait pas s'il a payé pour ça. Alors, ce système de suppléments, c'est assez compliqué. Quelquefois, effectivement, ces suppléments sont commandés par une collectivité. Alors, je ne sais pas si c'est le cas. Ça s'est fait par le passé. Mais ça s'est fait par le passé. Donc là, je ne sais pas. Justement, c'est à la commission d'enquêter. Mais je pense que la règle doit être la même pour tout le monde et tout le monde doit respecter la règle. On est à 3 mois à peine du premier tour, à moins de 3 mois du premier tour des élections régionales. Et publié sur toute la zone de diffusion. Alors je sais pas si c'est l'agglo ou au-delà, mais bon, c'est au-delà de Blois, puisqu'on en a eu des témoignages, d'un supplément, et en affichant à la une du magazine la photo de Marc Grécourt. Je considère que c'est un élément de communication électorale. Vous saisissez la commission des comptes? Oui, j'ai écrit la semaine dernière à la commission nationale de contrôle des comptes de campagne et de financement des partis politiques. J'ai écrit pour leur demander de vérifier et de prendre le cas échéant cette dépense de l'intégrer dans les comptes de campagne de François Bonneau. Bon, même si on n'apprend pas grand-chose dans cette enquête. François Hollande était à Contre et Beauval vendredi. Sur votre blog, vous écrivez « Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, ni les Français pour des pélicans ». Qu'est-ce que ça veut dire à vos yeux? Cette visite n'était pas opportune, Michel Chassier? Pas opportune. Je veux dire, elle n'a pas apporté grand-chose. Hein. Oui, le clin d'œil au pélican, c'est parce qu'il a assisté à un spectacle, voilà, qui était peut-être très intéressant. Mais je veux dire, on sent que c'était un peu aussi là une visite électorale pour soutenir François Bonneau, pour lui donner un peu plus de notoriété, et l'aider dans sa campagne. Il est en train de faire le tour de France comme ça pour soutenir, je crois, les candidats dans toutes les régions. Mais bon, c'est une visite présidentielle qui assortie d'aucune annonce, de rien de particulier. Donc, qui n'a pas apporté grand-chose. D'ailleurs, il n'y a pas eu grand écho. Quand vous auriez pu venir à Beauval, mais devant Beauval, pour la manifestation des élus contre la baisse des dotations, vous ne vous y êtes pas joint? Non. Vous n'y avez peut-être pas été invité? Non, déjà, je n'ai pas été invité, mais je pense que il faut être cohérent. Hein. Ces maires, de droite, qui aujourd'hui manifestent contre la baisse des dotations. Cette baisse des dotations avait été programmée déjà par Sarkozy avant l'élection présidentielle, avant 2012, dans le projet de budget 2012, qui avait été voté en 2011, et devait aussi se répartir sur plusieurs années. Elle a été reprise par François Hollande. Peut-être a-t-elle été amplifiée au vu de la situation, mais c'était dans les tuyaux. Et à l'époque, la gauche s'en insurgeait. Maintenant, elle considère que c'est un effort nécessaire. Hein, c'est ce que dit François Bonneau. C'est une contribution de la région à l'effort national. Et il l'accepte, alors qu'auparavant, il disait on est en train d'asphyxier les régions. Et la droite tient le discours inverse. Donc là, il y a un peu un jeu politicien auquel nous ne nous sommes pas prêtés. Dernier mot, Michel Chassier. Le cercle, le Front syndical 41 s'est réuni à Blois samedi. De quoi s'agit-il? En fait, le Front national fait son apparition dans le paysage syndical. D'ailleurs, vous revendiquez une présence importante dans le monde du travail?
Oui, tout à fait. On le voit dans les, je dirais, dans les résultats, dans l'analyse des résultats à toutes les élections. Le Front National fait des scores particulièrement importants chez les salariés, que ça soit dans le privé, chez les ouvriers, mais aussi de plus en plus dans la fonction publique, dont nous avons des représentants. Parmi nos cadres départementaux, il y en a qui étaient candidats d'ailleurs aux élections départementales. Et il se trouve forcément que nous avons un certain nombre de nos adhérents voire de nos cadres qui sont syndiqués et qui sont victimes, on l'a vu à plusieurs occasions, qui sont victimes d'un ostracisme dès lors que ces syndiqués se présentent en dehors de leur mandat syndical, mais ça se fait dans d'autres formations politiques. Quand ils se présentent à une élection, aussitôt, bien, la plupart des syndicats cherchent à les exclure de leur formation, alors que l'on peut être syndiqué à la CGT, à la CFDT et autres, et se présenter comme candidat au Parti Socialiste, ça ne gêne personne. Et si on se présente au Front National, on est exclu. Donc là, il y a là un ostracisme incompréhensible, au regard, comme je viens de le rappeler, des scores que nous réalisons dans la classe, dans le public salarié, chez les ouvriers. Donc nous avons l'intention, nous, de rassembler tous ces gens qui sont syndiqués dans différents syndicats, éventuellement, certains qui sont après engagés publiquement, d'autres qui ne le sont pas. Mais pour créer une coordination, il ne s'agit pas de créer un syndicat, mais il s'agit de créer une coordination et de faire en sorte que, eh bien, les syndicats, alors ça ne sera pas le cas de tous, on le sait, mais il y en a quand même qui, je pense, l'accepteront, acceptent que l'on puisse être membre du Front National, éventuellement candidat et syndiqué dans leur organisation. Ça n'aurait pas lieu à la Bourse du Travail, cette réunion samedi? Non, c'est la réunion a lieu à notre permanence dans un premier temps, mais n'est pas réservée aux seuls adhérents. Nous ouvrons effectivement à des syndiqués sympathisants qui rencontrent ce genre de problème dans leur entreprise. Merci Michel Chassier d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal, conseiller régional et tête de liste départementale du Front National. Ça va être officiel dans quelques instants, j'imagine. Voilà. J'imagine. Voilà. Bonne journée, à bientôt. Merci.